Sœur Marie-Clarisse. Je suis rentrée à Marie Auxiliatrice en 1965 et donc j'ai connu la congrégation un petit peu avant et j'ai toujours été attirée par l'œuvre de Villepinte. Et comme je suis une personne qui aime bien, d'abord j'étais infirmière non diplômée à l'époque, puis j'ai passé après, j'aime beaucoup, là où je vais, m'intéresser aux origines. Vous voulez que je vous raconte comment ça s'est passé? Alors, à Paris, à la rue de Maubeuge, les sœurs avaient ouvert un foyer parce qu'elles s'étaient rendues compte que les jeunes qui venaient travailler à Paris ou ailleurs, dans les grandes villes, étaient démunis de tout à l'époque. Elles quittaient la campagne, c'était en 1872. Et elles ont accueilli ces jeunes travailleuses. Ils sont aperçus qu'elles étaient souvent en arrêt de travail. Mais à l'époque, quand on ne travaillait pas, on n'était pas payé. Elles ne pouvaient pas payer le foyer. Donc, elles ont créé comme une assurance de secours mutuel. Elles payaient 1 sou et ça leur donnait droit, si elles étaient malades, d'être soignées pendant 1 mois gratuitement à l'infirmerie du foyer. C'était très bien. Bon, c'est tout. Mais c'était difficile quand même à soutenir parce qu'il y avait beaucoup d'arrêts de travail. On ne parlait pas encore de tuberculose parmi les filles. Mais bon. Et alors, il y avait une sœur qui quêtait pour avoir un peu de sous, un peu de dons en nature. Et elle va un jour, le 16 novembre 1876, elle va quêter un peu de flanelle, du drap de flanelle, chez une marchande pour une jeune qui était malade et qui était très pauvre. Alors la marchande leur dit « Mais vous vous occupez de jeunes filles malades ?» Alors la sœur dit « Oui, elles étaient toujours 2, elles quêtaient à 2. » Elle dit « Oui, nous nous occupons. » Oh, elle dit « Venez, ma sœur, montez avec moi. » Et elles sont montées en appartement et elles ont trouvé une jeune fille de 17 ans, grabataire, on peut dire, minée par la fièvre. Elle toussait d'une manière qui ne laissait pas de doute, c'était la tuberculose. Elle a dit « Prenez-la pour la soigner ». Elle n'avait pas le droit de prendre parce que, d'abord, elle n'était pas au secours mutuel et en plus, le secours mutuel ne prenait pas les maladies, refusait les jeunes filles qui avaient une maladie contagieuse. Or, on ne savait pas encore que c'était contagieux encore. Il n'y avait pas encore eu la découverte du bacille de corps. Mais elle s'en doutait un peu. Donc, elle dit, écoutez, on viendra demain. Elles sont venues le lendemain. Elles ont dit, on prend la jeune fille, on va l'isoler à l'infirmerie. Et puis après, elles ont dit, il faut faire quelque chose. Et les médecins qui étaient au dispensaire de la rue de Maubeuge ont cherché et ils ont trouvé à Livry à acheter des pavillons où on a transporté les jeunes filles qui étaient tuberculeuses. Ça a commencé comme ça, à Livry, en 1877. Très vite, à Livry, c'est devenu trop petit. On refusait des admissions. Le médecin de Livry, le docteur Lefebvre, un médecin de Livry lui-même et qui est attaché à l'ébauche de sanatorium, ce médecin s'est mis en quête parce qu'il avait des relations quand même un peu dans la région. Et il s'est mis en quête de trouver quelque chose où il y aurait un grand parc, où on pourrait, du terrain, même si ce n'était pas un parc,
pour pouvoir agrandir selon les besoins, parce qu'on voyait bien que c'était le véritable fléau de la société au point de vue maladie. C'était terrible. Bon. Donc, il a cherché. Et pendant qu'il cherchait, ça a duré à peu près quelques mois. Il y a une jeune qui était soignée à Livry, une jeune Irlandaise de 17 ans, sans famille, tuberculeuse et qui allait mourir. On ne pouvait rien faire pour elle, c'était trop avancé. Et alors elle appelle la sœur qui la soignait et elle lui dit « Ma mère, j'ai une petite bourse, il n'y a pas grand-chose dedans, mais je n'ai pas de famille, je vais mourir. Vous allez la prendre et vous allez avec ça acheter quelque chose, parce qu'ici c'est trop petit. Vous ne pourrez pas, ça ne suffit pas, mais ça sera quelque chose pour aller avec d'autres sommes d'argent. » Et elle a donné sa bourse pour qu'il y ait une maison de consomption. Elle appelait ça parce que elle prenait le mot consomption, c'est-à-dire des maladies graves, très très graves, et qu'on ne savait pas, qui portaient à la mort, parce qu'on ne savait pas encore on ne savait pas les guérir. Donc, et quand le docteur Lefebvre est revenu, 2 jours après de ses recherches, enfin a eu une réponse, il a dit « Ça y est, j'ai trouvé le château rouge que nous avons ici, à Villepinte. » C'était en 1877, le temps de transformer. En 1881, les 32 jeunes filles quittaient les pavillons de Livry qui avaient été loués. La congrégation avait acheté le pavillon du Château Rouge et on recevait les 32 jeunes filles poitrinaires de Livry. Et ce fut les débuts. Et elles sont arrivées le 19 mars 1881. Et alors là, ça n'a fait que grandir. Le Sanat devenait trop petit. En 1886, il y avait le double déjà de lits, c'est-à-dire il y avait 64 lits. L'année d'après, on a construit encore un autre pavillon parce que il y avait une ferme et des dépendances. Alors elles achetaient petit à petit et elles faisaient construire. On a eu jusqu'à 290 lits ici. Mais entre-temps, l'association, l'œuvre des poitrinaires qu'on a appelée après œuvre de Villepinte et qui est devenue plus tard l'association de Villepinte, l'association avait acheté un sanatorium, enfin un sanatorium, on ne l'avait pas acheté, ils avaient acheté une maison à Saint-Germain-en-Laye pour faire un préventorium en 1886. Et l'air de Saint-Germain-en-Laye n'était pas bon finalement, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, il n'était pas bon. Donc il fallait fermer et trouver autre chose. Une sœur à Paris qui continuait, on les appelait les pourvoyeuses de l'œuvre de Villepinte. Elle quêtait. Alors elle va voir un monsieur Minoret, qui avait déjà été très, très gentil pour donner des offrandes. Et elle lui dit « Oh, je suis désolée parce que nous fermons Saint-Germain-en-Laye. Et nous n'avons rien pour mettre nos jeunes filles. C'était des jeunes, même des enfants jusqu'à 12 ans. Des enfants anémiques nés de parents poitrinaires. Il dit, on va en rendre à leur famille, certaines. D'autres vont peut-être aller dans un hôpital si elles sont plus malades et on ne sait pas que faire. Il dit, mais ma sœur, j'ai tout ce qu'il vous faut. J'ai une maison à Champs-Rosés, près de Draveil. Venez voir, je la mets à votre disposition. Et ça a été l'origine du sanatorium de Champs-Rosés en 1893. Il a été donné en 1993, il s'est ouvert les premiers jours de janvier 1894. Et après, l'association, en 1897, a ouvert un autre sanat dans le Midi, dans le Var, à Hyères. Et ça a été donné aussi par une famille, parce que la jeune fille était décédée de tuberculose. Et les parents ont donné une propriété qu'ils avaient. Et donc l'association grandissait. Et après, il y a eu un annexe en 1905, le Pradet, c'est devenu l'annexe de Hyères. Et ça ne s'est pas agrandi
jusqu'en 1922. Mais il y avait suffisamment, parce qu'il y a eu une division Saint-Louis de l'autre côté de la rue, ici à Villepinte, qui était un grand sanatorium pour les femmes mariées. Il y avait 200 lits. Et donc les deux réunis, ça faisait 490 lits. Donc c'était énorme. Alors là, l'association s'est constituée beaucoup plus, d'une manière régulière, hein, l'association de Villepinte, en 1918. Et on fête le centenaire cette année. Eh bien, je me présente, je suis sœur Marie-Claire Cognier, entrée en 1945 dans la congrégation de Marie Auxiliatrice. Elle m'a envoyée effectivement à Villepinte en 1951. Lorsque je m'occupais vraiment des malades tuberculeux, les malades tuberculeuses plutôt, nous avions un gros travail pour les faire vivre vraiment, pour qu'elles se cultivent, pour qu'elles tâchent d'avoir une certaine éducation simplement pour l'écriture et la lecture. Il fallait les faire avancer en tout. Donc c'était très important pour nous. Je trouvais très intéressant de former nos anciennes malades, enfin nos malades déjà, à être aides-soignantes. Mais alors ces jeunes qui avaient à l'époque des jeunes de 17 ans, j'avais un dortoir où il y avait 40 jeunes de 17 ans, qui étaient réduites à un repos intégral pour que les antibiotiques puissent agir, pour que tous les traitements qu'on leur faisait puissent agir. Donc il fallait les occuper. Donc on leur donnait des cours de français, de calcul. Certaines, pas mal, ont passé leur certificat d'études. On essayait que tout le monde ait son certificat d'études. Même il y en avait quelques-unes qui étaient un peu paresseuses, qui n'avaient pas envie, mais il y avait à l'époque une malade qui se réadaptait et qui était professeure. Donc elle, tout de suite, elle s'est mise à les aider pour leur trouver des livres dans la bibliothèque et puis pour les enseigner. Et elle les enseignait et elle les suivait très très bien pour qu'elles puissent arriver au moins à passer le certificat d'études. Et puis alors, on essayait aussi de les ouvrir un petit peu au point de vue culturel. Il y avait une très belle salle de cinéma où on donnait des films presque après l'exclusivité, de très beaux films à la mode. Elles étaient très contentes, tout le monde était très content parce que c'était très amusant. Et puis, il y avait par exemple à l'époque, il y avait toutes les Sissi, vous savez, c'est avec Romy Schneider, c'est ce film qui avait eu tant de succès. Et puis aussi, alors, on leur faisait faire du théâtre, du chant, des choses comme ça. Un jour, on a monté le ballet du Lac des Cygnes. Alors, c'était très très bien, elles étaient heureuses comme tout. Tout le monde était... On avait fait des costumes, tout le monde était en tutu, c'était magnifique. Ici, vous avez une personne qui non seulement se réadapte, mais qui travaille maintenant comme secrétaire. Tous les traitements n'avaient pas réussi. On lui a dit, vous pourrez vivre encore 10 ans comme ça. Elle a vécu une vingtaine d'années. Et là, vous voyez une jeune, très belle. Et alors, elle était tombée très, très malade. Et on l'a amenée ici. Et on l'a mise d'emblée dans la chambre où on n'avait plus grand espoir de vie pour les personnes. Et elle s'en est tirée. Elle s'en est si bien tirée qu'elle a voulu se réadapter. Alors, elle s'est réadaptée à la pharmacie. Alors, à la pharmacie, elle a commencé à aider pour chercher les médicaments, pour servir les gens, tout ça. Puis, elle a voulu apprendre le travail de préparatrice en pharmacie. Après, elle a voulu être religieuse. Et alors, elle est devenue petite sœur Bernadette. Elle a continué son travail de pharmacie
sur place, préparatrice pharmacienne en chef, et puis elle s'occupait des autres et de la communauté. Et alors elle a vécu comme ça jusqu'à 80 et des poussières, je crois. Je suis sœur Pierrette Marie, je viens de la Normandie. J'avais 72 enfants à Jean-Rosay, sur le plan soins, mais sur le plan tendresse aussi, hein, sur le plan du don de soi. Oui. Ce texte, je l'ai choisi quand on m'a indiqué que j'irais auprès d'enfants handicapés. Et les enfants avec 20 mots. Jolis, beaux. Ils faisaient plus des gestes dans les regards. C'était la première fois que j'avais le contact avec des plus petits. J'avais été faire un stage avec des grands qui parlaient, qui s'exprimaient, qui pouvaient faire des choses. Que les enfants de Jean-Rosay étaient limités en paroles. Pour toi qui es différent. J'avais peur, je dois reconnaître, mais ça, c'était avant de te connaître. J'avais peur comme on craint ce qu'on ne connaît pas. J'avais des préjugés, toi, tu n'en avais pas. Je ne savais pas ce qu'il fallait te dire. Si tu me comprenais, le geste à proscrire. Si tu étais pour moi un adulte, un enfant, voilà, j'ai compris très vite, tu es toi, simplement. Tu es venu vers moi, visage souriant. Tu m'as pris par la main d'un geste rassurant. Voilà, petite main. Moi, je voulais t'aider. C'est toi qui m'as guidée. C'est beau. Et notre différence s'est très vite effacée. Si tes yeux sont bridés, je le sais aujourd'hui, c'est d'offrir tout le temps ce visage ravi. Si ton cœur est si gros, c'est pour mieux contenir tout cet amour immense que tu veux nous offrir. Veux-tu que je te dise où est la différence? Toi, tu sais tout donner sans pudeur, sans méfiance. Moi, de mon côté, j'apprends à regarder derrière ce handicap de belle humanité. La tolérance, vois-tu, c'est quand l'intelligence, pas celle de l'esprit, mais bien celle du cœur, réussit à gommer toutes les différences, à reconnaître chez l'autre sa véritable valeur. Parce que ces enfants sont des êtres humains, ce n'est pas des choses. Et ils ne pouvaient pas s'exprimer que par leur sourire, le regard. Ils ont des beaux regards, des beaux visages, certaines fois. Et on apprend beaucoup plus que dans un livre. Avant de faire un soin, il faut d'abord qu'ils gagnent notre confiance. Et comme ils ne peuvent pas dire s'ils ont mal, c'est à nous de découvrir le geste qu'il faut avoir pour eux. Je devais être préparée pour ça parce que, je ne sais pas, j'ai pas, bon, comme dit le texte, mais ce regard, ce beau regard, de les asseoir face à nous et de bien les tenir. C'est sûr que pour les moucher, on avait des petites poires et bon, bah, ça remue tout le temps, même une piqûre. Alors, je les mettais leurs petites jambes dans les miennes et puis je les couchais comme ça. On chantait un petit peu, puis je piquais pour faire les piqûres. Mais oui, c'est... Pour moi, c'est... Ils ont rempli mon cœur d'amour. Hein. Eh bien, moi, je suis sœur Marie-Paul et je suis dans l'association depuis 1980. J'ai fait surtout longtemps le Pradé comme éducatrice.
J'ai été à Champs-Rosés comme catéchiste d'enfants handicapés. Et puis je suis arrivée ici. Voilà. Je crois que le meilleur de ma vie, ça a été d'être éducatrice d'enfants handicapés mentaux. On m'a fait faire les études d'éducatrice et on m'a dit, vous irez à Champs-Rosés. Donc je vais à Champs-Rosés. Hein. D'abord, j'ai commencé par leur apprendre à lire. J'avais une sœur qui savait le langage des gestes. Ce n'était pas le langage des sourds ni des muets, c'était un langage spécial. Donc on apprenait à lire aux enfants avec les gestes. Nous préparions des grandes feuilles pour leur apprendre à former les lettres. On faisait de la calligraphie. J'en ai préparé quelques pages, hein, mais je trouve que quand elles réussissaient, c'était magnifique. Ce sont des enfants qui aimaient qu'on les mette en valeur. Et puis après, on m'a fait partir chez les grandes, c'est-à-dire 14-16 ans. Alors là, on a fait de la cuisine, de la couture, de la broderie, de la peinture. Ah, j'ai vécu des choses formidables au Pradé. Le Pradé, c'est mon bonheur. Ah, ça, c'est le Pradé. C'est un village qui est au bord de la mer. Et le bâtiment se trouve au-dessus des rochers. Et on descendait par là pour aller à la mer. Et c'est là un jour où j'étais en maillot. Et il y a un gamin qui appelle « Ma sœur !» Il y a un monsieur qui se lève et qui me dit « Vous êtes une sœur ?» Je dis « Oui. »« Ah bon ? Ben, je ne sais pas parce que je suis en maillot que je ne suis pas une bonne sœur. Hein. » Mais c'est vrai qu'avec les enfants handicapés, vivre et devenir, c'est important. Parce qu'on leur apprend à vivre et à devenir quelqu'un. Ce que je trouve remarquable dans l'association, c'est qu'on sent que toute personne qui vient dans un établissement est aimée. Alors, je m'appelle Sœur Annick Marie. Je suis rentrée en 1968. C'était des foyers de jeunes à l'époque. Et de fil en aiguille, je me suis formée pour être économe. Vivre et devenir, pour moi, c'est être... Vivre, ça veut dire bien être actuel, mais ne pas rester là où nous en sommes pour essayer de devenir, d'être à l'écoute du monde, à l'écoute des besoins dans ce monde où nous vivons, que ce soit au niveau des résidents, que ce soit au niveau des malades, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit... Voilà, être à l'écoute. Et donc pour moi, le fait que l'association de Villepinte soit présente au service des handicapés, au service des malades, pour moi, c'est premier. Narbuno que semble la plaçade, entre la mar et la garrigue, produit de toute la volonté, l'oli l'ubilum et la figo, ti establiren chaque tout, ti establiren à la perado, et sa luz tal que va cantu, proche d'une fontaine.